à Sciences Po euh, Paris et en particulier le coordinateur de ce magnifique ouvrage que vous voyez s'afficher devant vous, qui sont les RH à l'ère de la Covid-19, qui est une aventure collective où 40 membres de la fonction RH ont partagé leur expérience du premier confinement, ce qui peut nous être utile pour affronter le deuxième, mais aussi leur vision de la fonction RH suite à cette pandémie mondiale. Et vous assistez à la première conférence autour de cet ouvrage, puisqu'il est sorti il y a simplement quelques semaines. Et on va avoir la chance d'accueillir 4 membres de la fonction RH qui ont chacun, qui représentent des secteurs, des tailles d'entreprise, des cultures d'entreprise différentes. On aura la chance d'écouter Dominique Laurent, Senior VP President chez Schneider Electric en charge de la DRH France. Puis on écoutera Frédéric Toral, le DRH de BNP Personnel Finance. Dans un troisième temps, nous partagerons les retours d'expérience d'Alexandra Lange, la directrice du développement des ressources humaines à AG2R La Mondiale. Et puis, on conclura cette séquence avec Julia Lévy, la responsable RH d'Epsor. L'ouvrage, en fait, est vraiment un ouvrage construit par des praticiens sur la façon dont ils avaient vécu et ils vivent encore aujourd'hui cette pandémie, parce qu'il nous apparaissait important dans un premier temps de partir du terrain plutôt que de chercher à théoriser et à prendre un regard de recul sur le sujet. Je vous propose de commencer cette première séquence avec Dominique Laurent. Dominique, tu nous entends? Tu as pu activer ton micro parfaitement. Bienvenue. Merci. C'est une question que je vais poser à l'ensemble de nos DRH, mais je la trouve intéressante en termes de capacité à se projeter dans de l'analyse comparative. En quoi, pour toi, ce deuxième confinement diffère du premier et comment l'abordes-tu en tant que DRH? Écoute, nous, la première chose que je dirais, c'est qu'on l'aborde plus facilement. Pourquoi? Parce qu'on a une courbe d'expérience et je pense que, comme dirait un certain nombre de personnes, on a quand même pris cher dans le premier confinement parce qu'il a fallu se reconfigurer et reconfigurer un certain nombre de modes de fonctionnement dans l'entreprise. Et donc, ça a été extrêmement mobilisateur pour l'ensemble de la fonction RH, mais aussi pour les managers, parce que tout se cumulait un petit peu en même temps. Donc là, le deuxième confinement, on y rentrait beaucoup plus facilement. On a su remobiliser ce qu'on avait su faire dans le cadre du premier confinement et je dirais que les choses se sont bien passées. Une des particularités, en revanche, qui est assez intéressante à noter, c'est que le deuxième confinement, pour moi, il fonctionne un peu à front renversé du premier. C'est-à-dire que dans le premier confinement, parce qu'on ne savait pas ce qu'était finalement cette maladie, cette épidémie, avec un sentiment, une forte peur collective. Je rappelle toujours que on rentrait chez son boulanger, on avait l'impression de rentrer dans le sarcophage de Tchernobyl. Il y avait une inquiétude qui était extrêmement forte, donc il en allait probablement de même dans l'entreprise parce que c'était vu comme un lieu de collectivité. Donc là, effectivement, on avait plutôt des collaborateurs qui voulaient s'écarter de l'entreprise et l'idée du confinement, au fond, leur allait bien. Et l'enjeu pour les entreprises, c'était d'essayer de maintenir un minimum de personnes pour assurer une continuité des activités à laquelle nous, en tout cas, on était extrêmement attachés, parce que je crois que Frédéric aura l'occasion de le dire pour la BNB. Nous avons été reconnus au moment du confinement comme une activité, alors pas ce qu'on appelle vitale, ce qu'on appelle essentielle, qui est une dénomination un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on avait un rôle qui était extrêmement important pour faire fonctionner le pays et notamment les hôpitaux, les data centers et autres. Donc, on a eu des difficultés lors du premier confinement à maintenir des personnes sur les lieux de travail et ils étaient vitaux, cette présence-là était vitale, alors que dans le deuxième confinement, là, on nous demande effectivement, en tout cas, je mets à part le monde industriel, on pourra en reparler, mais en tout cas, pour toutes les fonctions, on va dire tertiaires, back-office et autres, là, on nous demande d'aller vers un télétravail à 100%. Là, on doit lutter contre un phénomène inverse, opposé, c'est qu'on a des collaborateurs qui, ayant tiré un certain nombre d'enseignements personnels du premier confinement, souhaitent revenir sur les lieux de travail. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces deux confinements. En tant que gestionnaire des ressources humaines, le deuxième, il était assez facile, enfin, en tout cas, aujourd'hui, il est assez facile à gérer. En revanche, la problématique que moi je vois émerger, c'est que les deux confinements, ils fonctionnent un peu à front renversé, avec premier confinement des collaborateurs qui s'écartent plutôt de l'entreprise, deuxième confinement des collaborateurs qui veulent plutôt revenir dans l'entreprise. C'est intéressant parce que dans l'ouvrage, quand on a mené les interviews en SOAP, tu nous disais que finalement le passage au télétravail était le sujet qui t'avait pris le moins de temps au regard de la maturité de Schneider Electric sur le sujet, le fait qu'un certain nombre de collaborateurs télétravaillaient déjà
plusieurs jours par semaine, fort de ce deuxième confinement qui te donne des signaux plutôt contraires, c'est-à-dire des gens qui aimeraient être plutôt en présentiel qu'en distanciel. Voilà, comment vous envisagez pour l'instant, côté Schneider Electric, et j'imagine que rien n'est figé, mais cette nouvelle organisation du travail entre présentiel et distanciel sur le long terme? Alors, moi j'ai toujours dit, et ça a été un peu un motto, et j'ai eu une ligne continue là-dessus, en tout cas, lorsque j'étais pas mal interviewé sur ce sujet-là. C'est vrai que nous, on est rentré dans le télétravail au moment du confinement sans difficulté. Pourquoi? Parce que ça faisait, alors selon les accords ou les chartes auxquelles on se réfère, ça faisait 7 ans qu'on avait une charte sur le télétravail et ça faisait 2 ans qu'on avait un accord de groupe s'appliquant donc à l'ensemble des entités présentes sur le territoire France de Schneider Electric. On avait un accord de groupe mettant en place le télétravail à raison de 2 jours par semaine. Donc, c'est quelque chose qui était déjà fortement rentré dans les mœurs. On avait un taux d'utilisation de 1,7 jours, c'est-à-dire qu'en gros, les collaborateurs qui avaient fait le souhait, parce que c'était leur démarche, on n'imposait rien à personne, les collaborateurs qui avaient fait le souhait de s'inscrire dans le télétravail faisaient finalement un usage à plein de ce télétravail. Quand on est sorti du premier confinement, moi, je n'ai eu de cesse de dire il sera probablement trop tôt pour définir ce que sera le monde d'après dans le domaine du télétravail chez Schneider Electric. Pourquoi? Parce que je voulais qu'on fasse revenir les collaborateurs dans l'entreprise. Et je vous le disais tout à l'heure, c'était vraiment une difficulté, et ça a été une difficulté pour nous, comme un certain nombre de grands groupes, de faire revenir les collaborateurs. Et je disais, on parlera de la V2 du télétravail. Si on doit faire évoluer notre accord, on en parlera plus tard. Arrive là-dessus la seconde vague, qui je lui dis, pose un certain nombre d'autres problématiques. Là encore, moi, j'ai la même posture. Je dis, voilà, il est probablement trop tôt au cœur de cette crise-là pour dire et pour faire évoluer notre accord de travail. On voit en revanche un certain nombre de choses quand même émerger et je pense que ça préfigure et ça augure de ce que pourrait être un petit peu finalement une refonte, une retouche de notre accord télétravail. Il y a des problématiques qui émergent sur les tiers-lieux. Je pense que c'est un énorme sujet qu'on va voir arriver. C'est-à-dire que si on va vers une entreprise qui est plus télétravaillée, tout le monde n'a pas la possibilité de télétravailler et pourtant des personnes sont intéressées pour télétravailler, ne serait-ce que pour réduire les temps de transport, ce qui est particulièrement vrai en région parisienne. Donc, on va voir émerger des tiers-lieux. Donc, ça va être un sujet sur lequel on va devoir travailler. Aujourd'hui, on télétravaille à la journée. On pourrait imaginer télétravailler à la demi-journée. Pour certaines fonctions, je pense aux itinérants, on pourrait imaginer du télétravail à l'heure aussi. Donc, tout ça, c'est une série de problématiques qu'on voit émerger. On a déjà fait un travail d'audit, d'essayer de faire remonter du terrain comment nous pourrions faire évoluer notre accord de télétravail. Mais je le redis, à mon sens, ce n'est pas maintenant qu'il faut le faire. Pourquoi? Parce qu'on est au milieu de ces crises. Il y a une vague 1, il y a une vague 2, il y aura peut-être une vague 3 qui aura une problématique, une configuration différente. Donc, il faudra prendre le temps, effectivement, de faire ce travail-là. Mais en tout cas, la chance qu'on a, c'est que le terrain chez nous, et je sais que ce n'est pas le cas dans toutes les grandes entreprises ou les moyennes entreprises, qu'on fait la négociation interpro en ce moment, qui connaît un certain nombre de difficultés sur le sujet du télétravail. Nous, on a la chance d'être dans une entreprise où le télétravail est quelque chose qui est bien accepté par les collaborateurs, par les managers et un troisième partenaire qui est important, par les organisations syndicales. Et dans une entreprise industrielle, c'est pas simple. Pourquoi? Parce que les organisations syndicales, elles doivent à la fois défendre les intérêts des collaborateurs qui sont, on va dire, des collaborateurs col blanc tertiaires, et à la fois défendre les intérêts, ils sont historiquement d'ailleurs plus là-dessus, défendre les intérêts des collaborateurs qui sont dans les usines, les opérateurs de fabrication, pour lesquels il n'est pas possible de télétravailler. Donc, eux, ils ont aussi cette tension à gérer en leur sein qui n'est pas simple, et on discute souvent avec nos organisations syndicales là-dessus. Il leur faut effectivement marcher sur deux jambes, mais de façon équilibrée. D'ailleurs, Dominique, là-dessus, c'est sûr que ça vous pousse aussi à vous interroger sur à quoi ressembleront vos locaux demain. Mais j'imagine aussi l'usine du futur demain, parce que cette idée de mettre en avant que les collaborateurs qui sont sur du travail posté en usine ne peuvent pas télétravailler, comme vous êtes aussi des leaders de l'innovation technologique, des travaux sur l'IA, on voit quand même arriver aussi peut-être demain de la possibilité de travailler à distance sur ce type d'organisation et d'installation. Oui, alors là, c'est deux problématiques. Et en fait, chez Schneider Electric, c'est un sujet qu'on regarde évidemment, je dirais, en tout cas sur le domaine de l'usine, probablement de façon plus proche que beaucoup d'autres entreprises. Pourquoi? Parce que l'un de nos métiers, je rappelle, le métier de Schneider Electric, c'est d'être un des leaders de la gestion digitale de l'énergie et d'être aussi un des leaders des automatismes industriels. Et on est très pionnier, alors avec d'autres entreprises, on n'est pas la seule, mais nous, on est au cœur de ce qu'on appelle l'usine du futur, ou alors la Smart Factory ou l'industrie 4.0. Donc, nous, on met en œuvre un certain nombre de solutions dans ce domaine-là et de façon
je ne vais pas dire surprenante, mais de façon assez logique, la crise Covid a démontré que on avait un renforcement des usages digitaux, ça c'est une surprise pour personne, et surtout de tout ce qui est le remote management, à la fois des personnes et à la fois des assets industriels, des outils industriels. Et l'usine 4.0 permet de faire ça parce que ça permet à distance de piloter un certain nombre de paramètres et de piloter la performance d'une entreprise à distance. Donc ça, nous, on est au cœur de ce sujet-là. Et je dirais que de ce point de vue-là, la crise Covid n'a fait que renforcer un certain nombre de nos propositions de valeur. Donc ça, on en est de ce point de vue-là assez satisfait. Maintenant, sur à quoi ressemblera les locaux, les bureaux de demain de Schneider, nous, on avait déjà mis en place, lancé un programme mondial qui s'appelle Workplace of the Future, qui en fait avait vocation à redessiner et à mettre un peu finalement sur un même modèle l'ensemble des espaces tertiaires à travers le monde, où on compte quasiment plus de 500 espaces tertiaires dans le monde. Et donc, on avait vocation à mettre en place quelque chose qui amenait plus de flexibilité, ce qu'on appelait le flex office. On ne pense pas, nous en tout cas, l'hypothèse qu'on fait aujourd'hui, on ne pense pas qu'il y ait une remise en cause de cela. Ça va peut-être même à certains égards accélérer ça. Mais ce qui est certain, et on le voit, et alors ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour toutes les foncières, et on le voit d'ailleurs comment les marchés ont traité les foncières durant cette crise-là, il est évident qu'on aura probablement moins de besoins en mètres carrés, mais ce n'est pas parce qu'on aura moins de besoins en mètres carrés qu'on va avoir plus de personnes en télétravail qu'il ne faut pas réfléchir sur l'offre et qu'est-ce qu'on met à disposition des collaborateurs pour bien télétravailler. Et ça, c'est une réflexion sur laquelle on va beaucoup travailler. On a commencé à travailler, c'est un peu tôt pour en donner les premières conclusions, mais on va aller vers ça. Mais en tout cas, il est certain que nos espaces tertiaires vont se réduire en surface et en mètres carrés utilisés, ça c'est une évidence. Tu mettais d'ailleurs en avant que l'un des projets phares pour toi, peut-être des constructeurs immobiliers, serait de Oui. repenser dans les logements neufs des étages dédiés au télétravail sur une Oui. résidence de 10 étages, les 2 derniers réservés au télétravail, pour être à la fois dans la possibilité de travailler de son domicile, mais pas de son appartement, avec des problématiques d'équilibre vie privée, vie pro, qualité de la connexion, qualité des locaux. Non, C'est tout à partie fait. des Alors, sujets sur lesquels vous bossez? non, alors nous, oui, nous on discute parce qu'on a la chance de par notre métier d'être très en interaction et en échange avec tous les constructeurs et les promoteurs parce qu'on est un fournisseur de solutions pour ces opérateurs, donc dans le domaine de la construction et du bâtiment. Donc on a déjà eu la chance d'échanger avec eux, de voir comment ils réagissaient par rapport à ça. C'est un point effectivement auquel ils réfléchissent. L'autre point auquel ils réfléchissent, c'est aussi de se dire une entreprise, moi je suis Schneider Electric installé à Rueil, à un moment, je suis surcapacitaire en mètres carrés. Dans quelle mesure je peux aussi mettre à disposition d'une autre entreprise mes mètres carrés, mais là encore dans un contrat d'engagement et de quelque chose qui va être intelligemment pensé. Donc là, on a des réflexions sur tous ces flux croisés et d'accueil de travailleurs, enfin, on va dire de salariés dans des structures de télétravail. Mais moi, je crois beaucoup effectivement que les espaces à la fois professionnels et les espaces personnels vont se redimensionner. D'ailleurs, il y a un truc qui est assez étonnant, c'est que quand le télétravail a émergé, il y a de ça, alors, de façon un peu significative, il y a une dizaine d'années, dans les chartes télétravail ou dans les accords télétravail, il y avait toujours prévu connexion Internet, dédommagement de la connexion Internet, mise à disposition de bureaux, de chaises et de mobilier. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Pourquoi? Parce que qui a envie d'avoir chez soi un bureau, j'irais de bureau ou une chaise de bureau dans des espaces qui sont petits et parfois confinés, c'est pas très pratique. Donc, on est plus en train de réfléchir aujourd'hui sur effectivement comment les personnes qui n'ont pas la possibilité de bien télétravailler, parce que je le redis, dans des zones à forte densité, je ne parle pas seulement en France, mais dans tous les pays du monde, nous on a eu des retours, alors pas chez Schneider, mais d'autres entreprises du CAC 40, nous disant qu'effectivement il y a des personnes qui travaillent dans leurs toilettes. Des jeunes couples, ils ont 22 mètres carrés, 17 mètres carrés, ils sont deux à télétravailler. C'est pas simple. Donc, il faut effectivement réfléchir à ces tiers-lieux. Je pense qu'il y a une avenue, là, il y a quelque chose qu'il faut effectivement co-construire avec les opérateurs de coworking ou les opérateurs immobiliers. Il y a une dernière question, Dominique, qui vient de la salle. Et donc, c'est un moyen de vous rappeler que vous avez un chat sur lequel vous pouvez poser des questions. Comment mesure-t-on la performance des télétravailleurs? Ça nous ramène à ce vieux débat, confiance, défiance envers le télétravailleur, et comment on s'assure qu'il travaille avec des degrés de performance satisfaisants? Alors, enfin, de le mesurer au bord d'un individu, c'est très difficile. On ne s'est pas lancé dans ce chantier-là.
moi, je vois deux indicateurs, deux proxys qui me laissent à penser que le télétravail a bien fonctionné chez nous, hein. Moi, je parle de ce que je connais. Premier sujet, c'est que c'est le taux de conversion. C'est-à-dire que, comme dans toute entreprise, on n'est pas plus intelligent que les autres. On avait un certain nombre de managers qui étaient très réticents au télétravail, qu'on avait une vision très péjorative. Eh bien, ces managers-là, j'en ai vu beaucoup qui ont été convertis à l'issue du premier confinement, qui ont dit finalement, et qui ont d'ailleurs fait une sorte de coming out en disant, moi j'étais, voilà, ils n'osaient pas le dire au début parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas forcément très glorieux, ça ne les positionnait pas comme des managers modernes. Ils ont dit, moi finalement le télétravail, j'y croyais pas trop. Et bien finalement, au sortir, et moi on a eu des gens qui étaient très réfractaires, qui ont fait effectivement, qui ont eu ce déclaratif très assertif au sortir du premier confinement. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on a eu beaucoup de fatigue, de stress, une certaine montée probablement aussi, je ne veux pas dire des RPS, mais d'une forme un peu de ce qui pourrait s'apparenter à des RPS, ce qui laisse à penser que les gens ont quand même beaucoup travaillé. Et puis, troisième élément, alors ça vaut ce que ça vaut, mais on a été, quand on regarde les résultats du troisième trimestre qui ont été publiés là, par tous nos concurrents, tous les opérateurs de notre industrie, on a été l'entreprise la plus performante au troisième trimestre. Ce qui, moi, alors, il faut le rattacher de loin, mais je pense que la préparation de notre entreprise, de notre groupe sur un plan mondial au télétravail nous a permis, comme je disais tout à l'heure, de rentrer dans ce nouveau mode, enfin, qui pour nous n'était pas nouveau, mais qui était nouveau probablement pour notre industrie. On est rentré dans ce mode de fonctionnement qui n'a pas été disruptif pour nous et qui nous a permis de délivrer une très forte performance sur le troisième quarter, ce qui n'a pas été le cas de tous nos concurrents. Donc, on peut aussi le mesurer comme ça. Alors, c'est très relatif, hein. Je ne veux pas dire que les entreprises qui n'ont pas fait un bon Q3 ont été des mauvais télétravailleurs, mais je pense que ça participe aussi de cela. Et puis, dernier point que je voudrais, parce que le temps est imparti et on va laisser la parole à d'autres personnes, juste un point sur lequel il faut qu'on commence à réfléchir, c'est que le télétravail, ça pose sur un plan juridique des problématiques qui sont un peu nouvelles, ou en tout cas qui émergent en nombre. Et est-ce qu'on ne va pas passer, et moi en tout cas c'est un des sujets sur les, je pense que ça vaudrait qu'on réfléchisse un moment, est-ce qu'on ne va pas passer à un droit du travail, d'un droit du travail à un droit du télétravail? Là, il y a une vraie problématique qui est probablement en train d'émerger, notamment toutes les problématiques qui sont liées à l'accidentologie, parce qu'effectivement, quand on a un accident du travail sur un lieu de travail, c'est assez clair. Quand on a un accident de travail ou un problème de santé alors qu'on est en train de télétravailler, c'est plus compliqué de démêler est-ce que la personne elle était en situation réelle de travail ou elle était, ce qu'on peut parfaitement accepter dans le télétravail, en train de faire autre chose. Donc là, on voit effectivement un glissement aujourd'hui, on en discutait avec certains juristes récemment, on voit un glissement du droit du travail vers le droit du télétravail. Merci beaucoup, Dominique, de ta participation et à l'ouvrage et à ce webinaire. Et puis, bon courage pour ce reconfinement et peut-être cette troisième vague. On croise les doigts, on ne l'espère pas, mais certains nous l'annoncent. Merci. On va passer à Frédéric Thoral, le DRH de BNP Personnel Finance. Frédéric, tu nous entends bien? Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, on est aussi ravis de t'accueillir. Même punition que pour Dominique, finalement, de ton côté, ce reconfinement, est-ce que tu l'abordes de manière différente? Est-ce que tu as identifié des points de similarité ou de différence forts par rapport à ce qui nous est arrivé au printemps dernier? Je rejoins ce que disait Dominique. Moi, je dirais que le premier confinement, c'était sidération, adaptation, adrénaline, énergie de sauvegarde de l'entreprise, et puis immédiatement basculement dans les 15 jours en travail à distance. Je fais la différence entre télétravail et travail à distance. C'est vraiment du travail à distance pour plus de 90% des collaborateurs. BNP Paribas Personal Finance, c'est une entreprise, c'est une filiale à 100% de BNP Paribas qui assure en fait toutes les opérations de crédit conso, banque digitale, que ce soit en B2B ou en B2C. En revanche, la deuxième session, j'allais dire, saison 2 Covid, on l'a vécu plus facilement en termes d'organisation, de préparation, de structuration. Finalement, on a appris à vivre. La première partie, on a dû gérer beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension. La deuxième partie, on a finalement plus géré une reconduite logistique. En revanche, la grosse différence que je vois, c'est que il y a eu en fait plus d'inquiétude, plus de stress,
beaucoup plus de demandes de retour au bureau, plus rapidement. Et finalement, je trouve que la deuxième saison, si j'ose dire, est plus compliquée à vivre parce que aussi nous avons une partie de notre effectif, hein, donc on est maintenant à 80% en travail à distance et 20% en présentiel bureau. Hein. On est, comme Dominique le disait tout à l'heure, aussi une entreprise dite stratégique importante pour les activités de la nation. Donc, il y a un certain nombre d'activités qui ne peuvent pas se faire à distance. Et puis, vous le savez aussi, la banque est soumise à énormément de régulations, de contraintes, d'usage de data, de bases de données, etc., qui sont très compliquées à gérer à distance. Il y a des vraies problématiques de risques informatiques, cybersécurité. Donc, la gestion finalement du travail hybride, bureau, travail à distance, est plus compliquée. Et je sens une lassitude, une petite remontée ou un risque de remontée des RPS. Et finalement, dans notre rôle d'employeur, où on doit effectivement garantir la santé de nos collaborateurs, autant la première étape, c'était la santé physiologique et physique, autant la deuxième étape nous conduit à mesurer tous les risques sur la santé mentale. D'ailleurs, c'est confirmé par pas mal d'études en ce moment, effectivement, sur la santé psychique ou psychologique. À ce titre-là, tu insistes beaucoup tu en parles beaucoup dans l'ouvrage, tu parles beaucoup de culture d'entreprise. Est-ce que tu considères qu'en temps de crise ou de pandémie comme celle que l'on vit à l'ère de la Covid-19, la culture d'entreprise est un actif stratégique majeur pour traverser la crise? Alors, en tout cas, chez BNP Paribas Personal Finance, on le pense. Avant le Covid, on avait commencé à réfléchir sur la refonte de notre modèle managérial, et ça nous a conduit à repenser un petit peu notre modèle culturel. Il est, comme beaucoup d'entreprises, très implicite, et je dirais que le Covid n'a rien changé finalement, n'a fait qu'accélérer toutes les remises en cause, remises en question, accélération des processus de travail qui étaient déjà existants, préexistants ou latents. Et je dirais que le Covid, ça nous a fait aussi accélérer dans ce cadre-là. On a souvent l'habitude, vous entendez cette phrase souvent qui dit que la culture mange le matin au petit déjeuner la stratégie. Si on veut effectivement réussir la stratégie, il faut se poser la question de notre culture. Parce qu'on a, qu'on le veuille ou non, une culture qui est ancrée en partie par les réussites du passé, qui est ancrée finalement dans un modèle traditionnel dont on se sort petit à petit. Et le Covid a accéléré l'explosion de ces modèles-là, accéléré l'explosion finalement des références partielles du passé. Donc, si on ne se pose pas la question de la culture et qu'on veut malgré tout mettre en action notre stratégie, on réussira sans doute, mais à un prix redoutable, terrible, de perte d'énergie, de perte de temps, de questionnement, d'aller-retour. Donc aujourd'hui, nous, on pense véritablement que la culture, c'est véritablement une force qui nous permet de mobiliser nos équipes, les préserver, nous aider aussi dans les épreuves finalement à reconnaître qui on est, ce qu'on veut être, comment on veut travailler. Et on considère que la culture est d'autant plus importante qu'elle peut être à la fois un atout, si on prend en compte tous les leviers qu'elle nous permet, mais aussi un frein terrible, surtout en période de crise. D'où ce travail et cette remise à plat de savoir un petit peu plus et écrire véritablement qui on est et qui on veut être. C'est vrai qu'il y a pas mal de travaux, Frédéric, qui commencent à s'interroger sur la capacité à faire vivre une culture quand on travaille à distance. Ouais. Finalement, une culture, ça se vit aussi en présentiel, à forme de rituels, de rencontres et beaucoup d'informels. Est-ce que tu trouves que cette problématique de pandémie et de montée du travail à distance, comme tu le décris très bien ainsi que Dominique, change la donne, renforce l'importance de la culture ou nécessite d'inventer de nouveaux rituels? C'est un peu tout ça à la fois. Le Covid, je disais tout à l'heure, en tout cas de notre point de vue, ne change pas la donne, mais accélère la donne. Ça, c'est un premier point.
Le deuxième point, c'est que souvent, on a l'habitude de vivre dans une culture implicite. On ne se pose pas finalement tellement la question de savoir comment on fonctionne, comment on réagit par rapport aux décisions, par rapport à l'organisation, par rapport au modèle de management. Le risque, c'est que si on continue dans l'implicite, on ne veuille voir que nos leviers, que nos avantages. L'avantage de poser à plat la culture, c'est que ça nous oblige à regarder les yeux dans les yeux nos tabous, nos peurs, nos craintes, ce qu'on n'a pas envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de voir. Et donc, le fait de pouvoir équilibrer levier et tabou, ça nous permet aussi d'arrêter de tenir juste un discours sur la stratégie et de véritablement lier à la stratégie, à qui on est, à se forcer à mettre des étapes et à faire évoluer finalement notre culture avec notre stratégie et la stratégie en fonction de la culture. Parce que, pour reprendre la phrase que j'évoquais tout à l'heure, si c'est simplement pour se dire demain, après le Covid, dans 5 ans, on sera là, mais qu'on ne se repose pas toutes les questions sur nos modes de fonctionnement, nos modes de management, nos modes de décision, je crois qu'on fera souffrir les gens terriblement. Et si on veut maintenir l'engagement, je crois que la souffrance, c'est passé de mode aujourd'hui. Alors justement, Frédéric, est-ce que c'est ce sujet-là qui est porté par un DRH comme toi, et on voit le poids que ça peut avoir en termes d'image pour la fonction aussi, de porter des sujets comme la culture. Est-ce que c'est véritablement un sujet qui est à l'agenda des comités de direction? Est-ce que ce diagnostic sur la culture est partagé par ton COMEX ou ton CODIR? Je dirais que quelque part, c'est peut-être pas politiquement correct de le dire, mais le Covid, ça a été une chance. Ça a été une chance pour remettre l'humain au cœur de l'entreprise, mais pas que par les mots. Puisque de toute façon, ça nous a obligés à penser la sauvegarde de notre actif principal, c'est-à-dire notre collaborateur dans l'entreprise, et se dire, si je ne protège pas la santé, je tue mon entreprise. Donc, première action, je mets en protection mes collaborateurs parce que j'ai besoin des collaborateurs pour assurer les missions et la performance de l'entreprise. Donc, du coup, ça a obligé tout le monde à se reposer la question du mode de fonctionnement humain. Comment est-ce qu'on réagit par rapport à l'incertitude? Comment est-ce qu'on manage dans l'incertitude? Comment est-ce qu'on réagit avec des peurs, des attentes, des inquiétudes extrêmement variées? C'est compliqué à un être humain et en plus, ça fait fonctionner l'entreprise. Donc forcément, si on voulait garder la performance et si on n'est que utilitariste, on doit se poser la question de la culture. Après, j'espère qu'on n'est pas que utilitariste et qu'effectivement, en se posant la question de la culture, on va se reposer la question de comment est-ce qu'on va améliorer nos modes d'organisation pour améliorer l'engagement et améliorer la performance. Alors nous, pour être très concret, chez Personal Finance, on a décidé de faire appel à un expert en culture et on a 3 étapes. Une première étape où on a pris un peu par surprise notre directeur général en le faisant réfléchir et rédiger sur la culture et donner sa vision. Et on ne lui avait pas dit, ou très peu en tout cas, que lors du prochain comité exécutif, alors off-site, façon de parler, à distance, on allait afficher sa vision de la culture et faire réagir le comité exécutif. Et ça, c'était extrêmement intéressant parce que finalement, tout le monde s'est passionné parce que tout le monde a une part de la vision de ce qu'est l'entreprise. Et donc, ça a amené les uns et les autres à se dire, mais en fait, si on ne travaille pas sur ce point-là, déjà, on va avoir quand même pas mal de problèmes pour nous structurer et pour élaborer notre prochain plan stratégique post-Covid. Donc, du coup, on a deux autres étapes. Une étape en focus group qui va, selon, bien sûr, les pays, parce que quand on est une entreprise internationale, on doit prendre plusieurs éléments de la culture. Mais évidemment, la culture corporate, la culture des pays, la relation entre la culture corporate et la culture des pays. Et donc, on est dans ce travail de deuxième étape. Et une troisième étape, avec une interrogation de plusieurs milliers de collaborateurs sur le sujet pour faire remonter aussi les impressions et la valeur de la culture sur le terrain et matcher le gap par rapport à notre projet stratégique. Donc ça, c'est un chantier qui est déjà mis en œuvre et nous allons aborder l'année 2021
sur la reconnaissance des gaps, les plans d'action sur les gaps, pour que sur le plan stratégique, le nouveau plan stratégique qui doit commencer post-Covid en 2022 jusqu'en 2025, on ait compris finalement quels pouvaient être les blocages et travailler déjà en amont sur la façon de les aborder et de les résoudre. On ne les résoudra pas tous, mais l'avantage qu'on aura, c'est qu'on les connaîtra. Donc, on pourra s'adapter par rapport, effectivement, aux éventuels blocages, tabous ou difficultés. Une dernière question, Frédéric. Elle porte sur la fonction RH elle-même, finalement. Est-ce que son image a changé côté collaborateur et côté comité de direction, dans le regard de par le nombre de dossiers, le nombre de problématiques que vous avez dû prendre en première ligne? Je dirais que la fonction RH a été tous ces derniers mois beaucoup au centre. Alors, j'oublie pas, en tout cas pour nous, deux fonctions également très importantes. L'informatique. J'ai toujours l'habitude de dire que le directeur informatique de Personal Finance, c'est le deuxième patron des relations sociales, parce que sans ça, je crois que ça n'aurait pas marché très longtemps. Et puis, bien sûr, le directeur des opérations, en tout cas chez nous, qui est une fonction extrêmement importante sur les modèles organisationnels et aider, en fait, à rendre opérationnels tous les mouvements de collaborateurs, en particulier dans le centre d'appel. Je passe les détails techniques. Donc, je disais tout à l'heure, hein, le Covid a été une chance, entre guillemets, pour se rappeler deux choses. Arrêter de se gargariser de mots sur l'asset majeur de l'entreprise, mais en faire véritablement l'asset majeur. Et je crois que beaucoup en ont pris conscience. Et le deuxième élément, c'est un peu ce que Dominique disait tout à l'heure, beaucoup de managers qui ne croyaient pas au télétravail, qui ne croyaient pas au travail à distance, ont vu qu'on pouvait faire fonctionner l'entreprise d'une autre façon. Alors derrière, ça pose les questions bien plus largement du modèle managérial, parce qu'effectivement, il faut passer d'une habitude de, pour caricaturer un peu control and command, à une attitude d'autonomie, de responsabilité. Et ce qu'on voit dans la deuxième partie de cette crise, alors que l'autonomie, la responsabilisation, le fait qu'on devait vraiment se débrouiller pour que finalement tout fonctionne quand même, alors que l'entreprise était fortement ébranlée, maintenant qu'on sait gérer, qu'on a appris à gérer cette première phase, eh bien souvent, les peurs classiques sur la performance de l'entreprise reviennent et on a tendance parfois à revoir un peu de centralisme, un peu de centralisation, un peu de contrôle, un peu de retour du commande. Et c'est comment est-ce que vraiment on maintient ce momentum de la bascule vers l'autonomie, la responsabilisation, la prise en compte véritablement des actions de terrain et qu'on ne perd pas cet avantage de la première saison du Covid. Merci beaucoup Frédéric, aussi bien pour ce webinaire, tes conseils et puis pour cette participation à l'ouvrage et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. On va maintenant passer à Alexandra Lange et on va aborder des problématiques centrées sur le développement des compétences et le learning. Alexandra, je vous le rappelle, est la directrice du développement des ressources humaines à G2R la mondiale. Alexandra, comme pour Dominique et Frédéric, mais sur les questions de développement des compétences, en quoi ce deuxième confinement diffère du premier, d'après toi? Peut-être que tu vas mettre ton micro. Je n'entends pas très bien. Vous m'entendez là? Ah ouais, là ça marche. Vas-y. Ok, donc globalement, sur le volet développement des compétences, développement des ressources humaines et des compétences en particulier, le constat est vraiment assez proche de celui évoqué par les deux intervenants précédents. C'est-à-dire qu'on observe que effectivement, en termes de compétences, le premier confinement a permis d'une certaine façon d'accélérer la montée en compétences d'un certain nombre de collaborateurs et de managers, parce que le rôle du manager, cela vient d'être évoqué, mais est absolument clé autour d'un certain nombre d'outils, de nouveaux usages, de nouveaux outils. Et donc ça, c'est un point très important, ce qui fait que dans ce deuxième confinement, en effet, de ce point de vue-là, des usages et des outils, le sentiment que l'on a, la perception que l'on peut avoir du terrain, perception qui n'est pas évidente parce qu'étant à distance, forcément, les signaux faibles sont moins forts et donc on est sur le sujet de la perception, mais on a quand même le sentiment, en effet,
que ces nouveaux outils, ces nouveaux usages sont mieux maîtrisés, mieux compris. Et je pense que c'est important de parler autant des usages d'ailleurs que des outils. Peut-être que dans le premier confinement, on a eu une accélération de l'utilisation des outils, la montée en compétences autour de ces nouveaux outils. Je pense évidemment à des plateformes de type Teams, Slack, Zoom et autres, avec parfois des usages maladroits, peu adaptés, que ce soit d'ailleurs dans la tenue de réunion, dans la réalisation de formation, dans la réalisation de sessions de co-design, d'ateliers de réflexivité, etc. On se rend compte que dans ce confinement saison 2, globalement, il y a une meilleure prise en main de ces outils et une meilleure compréhension des usages qui vont avec ces outils. Et ça, c'est vraiment important parce que ça permet aussi, du coup, d'avoir tout simplement d'améliorer la productivité par rapport à ce qu'on a pu connaître lors du premier confinement. Donc ça, c'est un point important en termes d'évolution des compétences. On voit également, et c'est ce qui a été évoqué juste avant, et je suis tout à fait en phase, une évolution des comportements managériaux. C'est tout à fait marquant. On avait effectivement, on va dire, une partie du corps managérial qui pouvait avoir le sentiment que le travail de leurs collaborateurs ne pouvait pas, les activités de leurs collaborateurs ne pouvaient pas être réalisées à distance pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises. Et puis finalement, la première saison du confinement nous a montré que c'était réalisable et qu'en effet, les résultats en termes de performance et de productivité étaient là. De fait, dans ce deuxième confinement, on a beaucoup moins de résistance, entre guillemets, de la part de nos managers. Et je pense en effet que le taux de conversion, si on le mesurait, serait, si je prends le terme qui a été utilisé tout à l'heure, serait effectivement plutôt assez satisfaisant. Et puis, autre élément intense, tout ça a été aussi accompagné d'un dialogue social intense autour de tous ces sujets. Et qui se poursuit là dans ce deuxième confinement. Alors après, ce que l'on ressent effectivement, c'est, je partage tout à fait une volonté cette fois-ci non pas de s'éloigner, de s'écarter de l'entreprise, mais plutôt une demande qui s'exprime à demi-mot, mais qui est vraiment présente, de pouvoir retourner dans l'entreprise, retourner dans les locaux. Ce que l'on peut ressentir, effectivement, c'est une certaine lassitude, une certaine fatigue. On a évoqué tout à l'heure le sujet des risques psychosociaux. Je ne suis pas bien positionnée pour les mesurer suffisamment et en parler, mais en tout cas, on le ressent. Et on sent, en tout cas, en matière de compétences, que le sujet du style de leadership, de la posture managériale, du style de leadership est vraiment un sujet, alors qui était déjà en réflexion évidemment, c'est un sujet qui est un sujet au long cours, mais c'est un sujet qu'il faut en effet faire évoluer au regard effectivement de l'accélération que la crise du Covid nous fait vivre, parce que en effet, j'aime bien cette expression de dire la souffrance n'est plus quelque chose, je ne sais plus, j'avais noté, la souffrance n'est plus quelque chose qui ne fait pas partie de l'avenir. En tout cas, dans le travail, il y a un vrai sujet de marque employeur, d'image employeur, de rétention des talents. Et il faut vraiment que l'on puisse accompagner nos managers vers un style de leadership qui soit beaucoup plus en effet autour de l'autonomie, de la responsabilisation, moins autour du command and control. Donc il y a un vrai sujet de montée en compétences, d'évolution de compétences pour nos managers. Et derrière, c'est aussi l'enjeu que cela représente sur le niveau d'engagement des collaborateurs. Et je ferai une distinction de certaine façon entre l'engagement et la motivation. C'est-à-dire qu'en tant que collaborateur, on peut être motivé le matin à travailler en télétravail ou en travail à distance chez soi, derrière son ordinateur. Mais est-ce que le niveau d'engagement par rapport à l'entreprise, par rapport à tout le collectif et par rapport à tous les projets, est-ce que l'engagement est le même? Ce n'est pas certain. D'où l'enjeu vraiment de faire évoluer nos managers dans ce nouveau contexte. Alors justement, Alexandra, si on se centre vraiment sur ta politique de formation, peut-être que ça soit en termes de dispositifs, nouveaux dispositifs, nouveaux contenus, nouvelles modalités, qu'est-ce que vous avez déployé et qu'est-ce que vous déployez en ce moment lors du reconfinement? Bien entendu, on a tous conscience que les formations présentielles ont été compliquées, voire impossibles à déployer, mais ça va peut-être au-delà de ce simple constat. Oui, ça va au-delà de ce simple constat. Alors là encore, il y a du phénomène de court terme
et il y a de la tendance de long terme. Le phénomène de court terme, en effet, comme tu le dis, bon, déjà, un point extrêmement important, ça a été dans un temps extrêmement rapide lors du premier confinement, et évidemment, ça continue lors du second confinement, c'est la digitalisation / agilisation de notre formation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a en effet basculé une grande partie de notre plan de formation qui était potentiellement plutôt en présentiel sur du digital. Ça veut dire derrière la formation de formateurs. Je crois que les stages ou les contenus de formation de formateurs ont explosé ces derniers mois quand on regarde également un peu le business model des acteurs de la formation en France. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont beaucoup vendu ces derniers mois. Donc, beaucoup de formation de formateurs et notamment de nos formateurs internes, puisqu'une grande partie de notre plan de formation, notamment auprès du réseau commercial, est portée par des formateurs en interne. Donc, ça, c'est très important. Bien entendu, alors ça, c'est vraiment du court terme, et donc de la replanification. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout. Déplanifier du présentiel pour le replanifier en distanciel avec en plus des outils. Alors, on parlait de Zoom tout à l'heure. En effet, un Zoom pour nous est un outil et serait une plateforme de formation beaucoup plus agile et efficace, par exemple, que Teams, sauf que nous ne pouvons pas utiliser Zoom, donc il faut revenir sur Teams. Et cela on va dire, génère une charge de travail, des sujets de logistique et de technique très importantes. Donc ça fait aussi partie on va dire, de ce que nous avons fait dans le court terme, donc pour digitaliser nos actions de formation. Évidemment, trouver les bons contenus très rapidement, alors des contenus adaptés à la situation, beaucoup de contenus autour évidemment du management et du télétravail, beaucoup de contenus autour de tout ce qui est collaborer à distance, travailler à distance, beaucoup de contenus aussi en termes d'efficacité personnelle à distance. Donc, il y a vraiment eu cette recherche de contenu, alors soit sur étagère, soit que nous avons créé nous-mêmes, parce que nous avons notre propre Learning Lab pour créer ces contenus-là. Donc ça a vraiment fait partie, on va dire, des actions à court terme. À plus long terme, on est de toute façon effectivement sur un phénomène d'accélération, de tendance qui était déjà présente. Et là, le sujet, c'est vraiment, on voit bien tout l'enjeu à la fois de la formation digitale, mais aussi, on voit bien à quel point dans cette formation digitale, il est extrêmement important de mettre encore plus l'apprenant, le collaborateur au centre de notre dispositif de digital learning. Et pour ça, c'est vraiment travailler sur c'est quoi notre next step en termes de plateforme de formation. Aujourd'hui, nous avons un écosystème digital avec un LMS et avec un certain nombre de plateformes et d'outils auteurs qui sont associés. L'idée, c'est vraiment de pouvoir pousser un cran plus loin pour aller vers ce qu'on appelle la Learning Experience Platform, mais également de l'adaptive learning, parce que l'enjeu, c'est vraiment de mettre le collaborateur au cœur pour avoir quelque chose qui soit beaucoup plus orienté apprenant. On voit bien que si ce n'est pas suffisamment orienté apprenant, il y a du décrochage, que ce soit beaucoup plus responsabilisant. Là, le top-down marche beaucoup moins. Il faut que les collaborateurs aient le sentiment de pouvoir construire leur propre parcours de formation. Quelque chose qui soit encore plus social, du social avec de l'entraide. On sait que même si on apprend toujours seul, on n'apprend jamais sans les autres. Je reprends une phrase qui n'est pas la mienne, mais voilà, je trouve que c'est quelque chose de très important. Et une formation digitale qui soit vraiment aussi au service de l'employabilité. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que cette formation permette le transfert en situation de travail. Et ça, quand on parle de digital et de situation de travail, ce n'est pas forcément évident d'allier les deux. Et puis, évidemment, un point très important, c'est que c'est aussi une formation digitale qui est de plus en plus frugale. Il faut aller de plus en plus vite dans un contexte où on n'a pas toutes les équations, toutes les inconnues dans l'équation. Et donc, on développe nos parcours en mode, déjà à distance, digital souvent, agile, et en mode quick win, parce que l'enjeu derrière, c'est de répondre non seulement évidemment à la crise sanitaire, mais dans ce contexte de crise sanitaire, tous les enjeux de transformation des métiers, de notre business, des métiers qui sont très nombreux et qui nécessitent que l'on déroule très rapidement nos plans d'accompagnement. On aura retenu cette rapidité d'exécution et cette agilité. La frugalité, ça veut dire moins de budget, moins cher, plus en lien avec les situations de travail et l'employabilité des collaborateurs et plus digital. Il y a une question de la salle, Alexandra. Ça a l'air d'être une obsession de notre public. Comment mesurer le niveau d'engagement d'un collaborateur en télétravail? Tout à l'heure, on avait la performance du télétravailleur, là, le niveau d'engagement. Est-ce que c'est une question qui t'inspire?
Alors oui, bien sûr que c'est une question qui m'inspire, même si elle me dépasse un peu dans mes fonctions, dans mon rôle aujourd'hui dans l'entreprise, mais c'est une question qui m'inspire parce que pour moi, c'est très, très, très lié pour le coup à un sujet qui nous tient beaucoup à cœur dans le groupe, qui me tient aussi beaucoup à cœur, qui est le sujet du manager, du management. Hein, et que le manager qui lui-même est déjà très percuté dans ce deuxième confinement, qu'il a été beaucoup dans le premier, qu'il est de nouveau dans le deuxième confinement avec ce qu'on exprimait tout à l'heure, cette espèce de situation inversée par rapport au premier confinement. Ce manager qui doit vraiment être en captation des signaux faibles, des personnes potentiellement isolées, des personnes potentiellement en décrochage, celles qui ne se sentent pas bien. Donc, pour moi, ça renvoie beaucoup, beaucoup au rôle du manager et à la manière dont on va faire évoluer la façon dont on l'accompagne avec tout ce sujet autour des soft skills, de l'écoute, l'écoute profonde, l'écoute vraiment approfondie, les soft skills, ce sujet de feedback aussi, de capacité aussi d'empathie, la compétence autour de l'empathie, je pense que c'est quelque chose qui va se développer fortement. Et ce n'est pas simple parce qu'on est aussi dans un contexte où l'attente de performance, de retour sur investissement concret est beaucoup plus important. Donc, comment finalement allier ces deux compétences pour un manager? C'est tout ce qui définira, à mon sens, le style de leadership en sortie de Covid. Autre élément, évidemment, pour mesurer l'engagement, c'est tous les baromètres que l'on peut mener sur ce type de sujet, les baromètres d'engagement qui, bien faits, bien menés, nous parlent beaucoup de la manière dont les collaborateurs se sentent impliqués et engagés au sein de l'entreprise. Merci beaucoup, Alexandra, pour ces réponses, même improvisées, aux questions de la salle. Et on va ouvrir du coup la dernière séquence avec Julia Lévy. Julia, tu nous entends? Tu es bien là? Oui, très bien. Alors, tu es responsable RH d'Epsor. Alors, on a eu beaucoup de multinationales pour l'instant et peut-être que le degré de connaissance d'Epsor est plus faible. Donc, tu nous en diras quelques mots. Et puis, tu auras aussi comme punition de répondre finalement entre ce premier et ce deuxième confinement. Est-ce que vous avez des nouvelles problématiques et peut-être des points d'ailleurs communs avec les trois intervenants qui t'ont précédé et c'est à toi. On t'écoute, Julien. Oui, donc rapidement, effectivement, Epsor, nous, on est 55, bientôt 60 collaborateurs. Donc, c'est vrai qu'on est sur une échelle un petit peu différente par rapport à mes trois prédécesseurs. Ce qu'on fait, en fait, chez Epsor, c'est qu'on conçoit et on distribue des solutions d'épargne salariale et d'épargne retraite. On est une alternative aux solutions traditionnelles dans ce domaine-là. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, Michel, je partage un constat qui est de dire les collaborateurs ont envie de revenir au bureau. Donc ça, c'est vrai que c'est une grosse différence par rapport au premier confinement, quoique nous, déjà, dans le cadre du premier confinement, certains l'avaient évoqué assez rapidement, donc, mais ça s'accentue d'autant plus. Ce qui est différent également, à mon sens, c'est qu'on est quand même sur un temps de confinement, alors a priori, en tout cas aujourd'hui on l'espère, qui va être moins long. Et donc du coup, il y a une vraie volonté de maintenir l'activité économique. Par exemple, moi je vois le premier confinement chez Epsor, toute l'équipe commerciale, marketing avait quand même été très impactée, d'autant que nous, nos clients, ce sont les RH qui étaient en première ligne dans la gestion de la crise, donc il y avait très peu de temps à nous accorder. Aujourd'hui, dans le cadre du deuxième confinement, l'activité commerciale continue bien. Et donc, du coup, par exemple, on n'a pas d'activité partielle, ce qu'on avait dans le cadre de la première vague. Donc ça, c'est quand même assez important. Et du coup aussi, je pense que les collaborateurs sont quelque part plus sereins parce que l'activité partielle, ça a pu faire peur à un moment donné, même si on a beaucoup expliqué les raisons pour lesquelles on le faisait et que, en tout cas, chez nous, il n'y avait absolument pas de risque de perdre son emploi, en tout cas à court terme. Mais je veux dire, je sens qu'il y a quand même pas d'activité partielle, en tout cas chez nous, donc des collaborateurs qui sont plus sereins et une activité commerciale qui se poursuit. Donc ça fait une grosse différence et aussi parce qu'a priori, un
un confinement annoncé moins long. Après, évidemment, ce que je te partage, c'est des choses qui peuvent changer dans les semaines à venir et on verra si ce confinement dure beaucoup plus d'un mois. Peut-être que je reviendrai sur ce que j'ai dit. La deuxième chose aussi qui est très différente, c'est que les écoles et les crèches sont ouvertes. C'est marrant qu'on n'en ait pas parlé, mais pour nous, c'est vraiment… Et pourtant, on est une école, on est une entreprise assez jeune, on doit avoir 25% de parents. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de travailler avec un enfant avec vous 24 heures sur 24, mais c'était quelque chose de complètement incroyable. On a l'impression d'être un mauvais parent, un mauvais professionnel, donc il fallait accompagner ça aussi. Aujourd'hui, les écoles sont ouvertes, les crèches aussi. Honnêtement, ça change beaucoup la donne. Le télétravail n'est pas toujours… je rejoins ce que disait, je crois que c'était Dominique. On a pas mal de jeunes couples dans des petits espaces où ce n'est pas confortable. Et effectivement, il y a ces sujets-là à traiter. Mais en tout cas, on n'a pas les enfants à gérer en même temps. Et ça, je crois aussi que ça fait une grosse différence. Nous, on a aussi choisi de maintenir certaines activités qu'on n'avait pas maintenues dans le cadre de la première vague. Par exemple, les arrivées de nouveaux collaborateurs. Donc, nous, on est une entreprise en croissance, donc on recrute beaucoup. On avait des arrivées prévues en mars, en avril, en mai, et qu'en fait, on a décalé, on a préféré regrouper ça à la sortie du confinement. Cette fois-ci, on a décidé de conserver les arrivées. Donc là, le 9 novembre, on a accueilli 4 nouvelles recrues. Donc, c'est un onboarding qu'il faut retravailler. C'est un onboarding à distance. De la même façon, dans le cadre du premier confinement, on avait gelé beaucoup de recrutement. Là, on n'en a gelé aucun. Donc, on continue et on fait en sorte d'avoir tous nos processus de recrutement qui seront du coup complètement à distance, complètement digitalisés. Donc, voilà, je crois qu'effectivement, on est quand même… sans dire qu'on est dans une zone de confort, mais on a acquis des automatismes et puis on a acquis de l'expérience et en fait, il y a, je dirais, encore plus de choses finalement. La vraie vie se poursuit encore plus en fait que dans le cadre du premier confinement. Après, ce qui est très important chez Epsor aussi, c'est qu'on justement, Alexandra en parlait, on a un baromètre mensuel pour suivre. Alors, l'engagement, nous, on le mesure pour répondre à la question précédente à travers un indicateur qui s'appelle l'Employee NPS. En fait, c'est la capacité, en tout cas l'envie des collaborateurs qui travaillent au sein de vos entreprises de recommander à des personnes de leur entourage. Est-ce que vous recommanderiez à votre frère, votre ami, votre ancien collègue de travailler chez Epsor? On mesure également la reconnaissance, la motivation. Bref, on a pas beaucoup de questions, mais 5 questions par mois. Et là, du coup, je viens de recevoir des premiers résultats du baromètre dans le cadre de ce deuxième confinement. Et en fait, on voit que la motivation, pas l'engagement, mais en tout cas chez Epsor, la motivation est impactée. Mais dans une moindre mesure que dans le cadre du premier confinement. Pour vous donner des chiffres un peu précis, on avait démarré l'année chez Epsor, on avait des super taux, en l'occurrence, motivation entre 8 et 9 sur 10. C'est descendu à 7,5, 7,7 en avril et en mai, puis remonté à la sortie du confinement à 8,6. Bref, là, aujourd'hui, on est à 8,0. Donc, ça reste quand même des moins bonnes performances de l'année si on retire avril et mai, mais c'est quand même mieux qu'avril et mai. Voilà, bon, j'ai parlé de plein de sujets, mais… Ouais, mais Julia, j'allais te laisser même te faire la… Non, je plaisante. Il y a plusieurs questions qui te sont posées, donc je vais te laisser les choisir. Moi, j'en ai une pour toi juste avant qui est est-ce qu'il y a une mesure emblématique de ce premier ou de ce deuxième confinement que tu voudrais partager avec nous? Sache après que tu as des questions du type challenging. Comment imaginez-vous le métier des RH d'ici une dizaine d'années? Ça, c'est un cadeau de la salle. Mais la première question, elle est autour de la mesure emblématique en tant que RH que tu souhaites partager avec nous et dont tu es particulièrement heureuse ou fière. Alors, il y a eu le télétravail parce que nous, contrairement à d'autres, on n'en faisait pas du tout. Donc, on a du tout transformé. Et juste, je partagerai rapidement ça parce que j'aime bien ce principe, ça peut donner des idées. Ce qu'on a mis en place chez Epsor, alors hors confinement, c'est 10 jours de télétravail par mois. Et en fait, l'idée, c'est que ces 10 jours de télétravail par mois, ils peuvent être pris à la convenance du collaborateur en accord avec le manager. Mais ça veut dire qu'on peut prendre, par exemple, 5 jours d'affilée. Alors, nous, on a borné à 5 jours. Donc, vous pouvez faire, par exemple, 2 fois une semaine dans le mois. Ça vous permet d'aller travailler de chez votre grand-mère dans la Creuse. Ça vous permet de louer un gîte en Picardie, en équipe,
pour pouvoir travailler une semaine dans un autre cadre et en profiter du coup pour faire du team building. Alors, c'est des exemples, mais moi, je trouve ça chouette de laisser vraiment la liberté pour que finalement, ces 10 jours soient pris, pourquoi pas 2 jours par semaine, pourquoi pas 5 jours. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est, même si on en parle beaucoup, du coup, c'est pas très original, ça sera, je pense, quand même ça, notre mesure emblématique. Après, moi, j'aime bien aussi partager les petites choses qu'on a mises en place et qui me semblent hyper importantes pour entretenir le collectif dans un moment qui est vraiment assez particulier où chacun est chez soi. On a mis en place plein de petites choses et du coup, je vous partager des petites choses comme ça. Ça peut vous, peut-être ou pas, hein, d'ailleurs, ça dépend de vos cultures d'entreprise, mais vous donner des idées. Par exemple, chez Epsor, on a mis en place ce qu'on appelle des random cafés. Donc, en fait, on tire des petits groupes. Alors, avant, on faisait des random lunch, c'est-à-dire qu'en fait, quand on n'est pas confiné, on fait des équipes de 4-5 personnes issues d'équipes complètement différentes qui doivent aller déjeuner tous ensemble une fois par mois en dehors du bureau. Pendant le confinement, on a fait les random cafés, alors virtuels en l'occurrence, mais voilà, toutes les semaines, on tire au sort 4 personnes qui se connectent à une heure qui est convenue à l'avance pour parler du travail, mais aussi de la pluie et du beau temps. Ça dure une demi-heure et ça permet de finalement fédérer, entretenir les liens, même entre des équipes qui ne se parlent pas forcément. On a également mis en place un point météo où en fait les 2 dirigeants s'adressent à l'ensemble des collaborateurs une fois par semaine, toutes les semaines à la même heure. C'est une sorte de rituel. Et moi, éventuellement, je récupère en amont de façon anonyme les questions que les collaborateurs veulent poser parce que en fonction de la nature des questions et puis même des spécificités des uns des autres, voilà, certains sont plus ou moins à l'aise de les poser à l'oral en direct. On avait aussi à un moment donné, je ne sais pas si vous êtes concerné par l'activité partielle cette fois-ci, mais mis en place aussi une espèce de système de parrain entre un actif et une personne en activité partielle. Et finalement, l'actif avait un peu un rôle de prendre des nouvelles, en fait, c'est bête, hein, mais de prendre des nouvelles et de mesurer un petit peu je dirais, le moral des troupes, de pouvoir éventuellement aussi nous remonter des inquiétudes, nous-mêmes, les dirigeants, les managers, moi, pouvoir prendre des nouvelles de façon un peu plus ciblée. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là. Et là, on a mis en place quelque chose d'un peu plus ludique. On a mis en place une espèce de tournoi. En fait, on a par équipe, on utilise un outil qui est très sympa, que je vous recommande, qui s'appelle Kahoot, K-A-H-2-O-T. Et en fait, chaque équipe, chaque semaine, prépare un Kahoot, donc un questionnaire avec un QCM avec 20 questions, avec 4 possibilités de réponse. Et où en fait, chaque équipe va mesurer la connaissance que les autres ont de son métier, ses process, mais aussi des anecdotes pour faire sourire les gens, parce que l'idée, c'est aussi de passer des bons moments dans ces moments-là. Et donc voilà, semaine par semaine, chaque équipe joue le jeu, et puis justement, donc, les autres peuvent s'entraîner. Et honnêtement, ça crée des moments d'équipe qui sont chouettes et qui sont précieux dans des moments comme les nôtres. Comme ceux Je confirme, c'est très bien, Kahoot. Oui, c'est chouette. Ouais, c'est très bien. Moi, je l'utilise aussi en cours hein, pour les étudiants, pour faire des sondages en ligne aussi, en direct. Merci beaucoup, Julia, pour tous ces conseils. Et d'ailleurs, Alexandra ou Dominique, si vous êtes encore là, hein, Frédéric devait nous quitter. Cette question de l'avenir du métier RH d'ici une dizaine d'années, post-Covid, c'est compliqué, 10 ans, mais déjà post-pandémie, dans quelques années, est-ce que vous voyez émerger des évolutions dans ce métier RH où déjà, il faut gérer la crise depuis 2021 Michel, Vas-y, Dominique, alors, vas-y. Ouais, le temps presse. Je veux faire juste revenir sur 2 choses. Sur la question de l'engagement, toutes les entreprises qui ont maintenant, et la plupart des grands groupes font des enquêtes d'engagement. Il s'avère que le calendrier des enquêtes d'engagement avait lieu quasiment au moment du déconfinement dans les grands groupes, en tout cas dans une grande partie des groupes du CAC 40. Et de façon, on va le dire, très surprenante, l'engagement a monté, mais pas faiblement, de façon très significative. Ça a été l'occasion pour un certain nombre de grands groupes qui font une mesure transversale historique depuis 10 ans avec les mêmes questions, de battre des records. Ça a été notre cas, alors nous de façon slight improvement, mais il y a des entreprises qui ont partagé avec nous et qui ont vraiment cassé leur score de façon extrêmement significative. Je ne suis pas sûr pour autant que si on le faisait là, ce serait pareil parce que le confinement phase 2, je pense qu'il y a plus de fatigue. Moi, je préfère parler de fatigue morale que de FPS ou autre, mais il y a plus de fatigue. Mais en tout cas, ça a été assez frappant et on ne s'y attendait pas forcément.
Donc ça, c'est un premier élément. Et deuxième élément, pour répondre à la question, c'est quoi la fonction RH de demain? Difficile de le dire. En tout cas, ce dont je suis convaincu, et ça aura forcément un retentissement sur la fonction RH, c'est que c'est triste parce que c'est dommage de l'avoir fait à travers ou à cause ou grâce au Covid, je ne sais pas comment le dire, mais je pense que les entreprises sont devenues plus performantes dans leur fonction, enfin dans leur façon de fonctionner en interne. Je pense qu'on est entré dans une phase où on est en train de se débarrasser de tout un tas de processus, de choses qui, au fond, étaient inutiles parce qu'on avait une autre façon de travailler et que là, les entreprises sont en train de prendre beaucoup de muscles, je pense. Et je crois que ça aura un retentissement sur la façon dont la fonction RH va travailler en étant encore plus à l'essentiel. Alors, d'aucuns diront, bah, c'est pas bien parce que si on a une fonction RH qui va plus à l'essentiel, on sera peut-être moins sur l'humain. Je ne suis pas convaincu parce que, comme l'a dit assez justement Frédéric, je crois que Covid, plus que jamais, ça a été vraiment le moment de dire que l'humain, c'est un asset quand même fondamental et on y a pris beaucoup soin et grand soin pour des raisons parfois qui n'étaient pas que philanthropiques, hein, parce que si effectivement on avait trop de personnes malades en isolement ou autre, bah, finalement c'était destructif pour le fonctionnement de l'entreprise. Mais je crois, pour résumer, plus de performance dans les entreprises sera forcément un retentissement sur la façon dont la fonction RH va fonctionner. Maintenant, dire ce qu'elle sera demain, difficile, il y aura probablement encore plus de digital qu'aujourd'hui, ça c'est une évidence. Merci Dominique. Julia, il est sympa Dominique, il t'a laissé le temps de réfléchir. Alors, ce que je dirais, en fait, je n'ai pas toute la réponse évidemment, mais il y a un élément un peu de tendance que moi j'ai, et dont on a pas mal parlé d'ailleurs avec Julien Niquet, qui est le CEO d'Epsor, c'est la personnalisation. En fait, c'est bête, hein, à chaque fois, c'est des choses qu'on sait côté client, côté marketing, on en a beaucoup parlé. Et là, je trouve que ça vient aussi beaucoup côté RH. En fait, on s'est rendu compte, par exemple, que pour définir une politique de télétravail qui allait fonctionner pour tout le monde, on s'est arraché les cheveux parce qu'en fait, Paul, il veut faire du full remote et puis Jean, il veut surtout pas faire de télétravail. Donc, c'est un exemple, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on est en fait en détricotant ce type de sujet, on se rend compte qu'en fait, en s'intéressant aux besoins et aux envies de chacun, moi, je crois qu'en fait, le DRH de demain, il doit, pour que chacun soit épanoui dans ses spécificités et de son métier et de sa personne, en fait, être capable de à la fois garantir un cadre qui soit équitable pour tous, voilà, mais à la fois de pouvoir personnaliser et accompagner chacun. Et ça, c'est un beau défi. Ouais, merci beaucoup, Julie. Ouais, oui, et Dominique. Michel, ce qui pose un sujet que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer dans différents articles, c'est que ça pose la question d'une fonction ressources humaines qui devient un gestionnaire des communautarismes. Alors, pas pour employer un terme à la mode, mais c'est qu'à partir du moment où on se dit, voilà, on va déployer, et on est déjà parti là-dedans quand même, hein, une politique pour les seniors, une politique pour les Gen Y, une politique pour les télétravailleurs, une politique pour les handicapés, c'est qu'il y a un moment, c'est très bien parce qu'on devient très ciblé, personnalisé, mais qu'il y a une possibilité aussi de mettre à mal l'entreprise qui doit aussi demeurer un collectif. Oui, je pense là, que on a c'est une vraie l'enjeu. tension entre finalement, je segmente ma politique en autant de public ou de clientèle que j'ai à servir, mais dans le bon sens du terme, hein, pas de faire du clientélisme, mais dans le bon sens du terme. Mais à un moment, je perds aussi le fil de mon collectif. Donc là, il y a un point d'équilibre à trouver. Il y a d'ailleurs des bouquins passionnants en ce moment sur l'individu tyran que je vous conseille et qui montrent comment cette montée de l'individualisme peut aussi effectivement nous challenger après pour faire société ensemble. C'est plus l'archipélisation de la société française, c'est l'archipélisation de l'entreprise. Alexandra, le mot de la fin, tu as aussi ces enjeux. Tu as parlé d'adaptive learning, par exemple. Bien sûr. Mais de toute façon, l'entreprise est un petit bout de société, donc ce qui se passe au niveau de la société se retrouve très rapidement au niveau de l'entreprise. Par rapport à la question du rôle de la fonction RH dans 10 ans, alors 10 ans c'est extrêmement loin, je suis incapable de dire, mais pour moi ce qui me paraît extrêmement important, et on n'en a pas tant parlé que ça finalement, c'est comment la fonction RH continue ou reste ou se remet à niveau sur l'accompagnement de ce qu'on appelle beaucoup en ce moment la transformation de l'entreprise. Alors la transformation à bon dos, on y met beaucoup de choses, mais ça veut dire concrètement que ce sont des métiers qui évoluent très vite, des collaborateurs qui doivent changer de métier avec des sujets de reskilling, d'upskilling, de digitalisation, de mobilité. Et moi, je trouve que tout ce que l'on a dû gérer ces derniers mois autour de la crise sanitaire nous a finalement un petit peu écarté
C'est le sentiment que j'ai un petit peu écarté, en tout cas écarté un peu notre centre de gravité parce qu'il a fallu gérer effectivement tout ce qu'on a dit autour, voilà, gérer entre guillemets les communautés, ceux qui veulent pas, ceux qui peuvent pas, avec des sujets de pilotage, de suivi, de remontée, parce qu'il y a des enjeux de responsabilité aussi, il y a des enjeux de santé extrêmement forts. Et du coup, je trouve que la fonction RH a été très stretchée finalement entre ces sujets extrêmement liés, voilà, à ces sujets de travail à distance, de suivi des risques, de contrôle, de sécurité, de santé, et en même temps, eh bien, toute l'accélération que ça a apporté aussi dans la transformation des métiers, parce que celle-ci ne s'est pas arrêtée, le digital ne s'est pas arrêté, au contraire, il a accéléré, et comment finalement cette fonction, hein, qui n'a pas non plus vocation à exploser en termes d'effectifs, hein, on a une fonction support parmi d'autres, ça c'est important de le dire, et en termes de ressources, comment cette fonction, avec les compétences que l'on a en interne, hein, et les collaborateurs que l'on a, comment est-ce qu'on arrive à être sur tous les champs. Et ça, c'est un peu compliqué. Et on voit certains champs être grignotés. Hein. Il y avait un article encore très récemment intéressant qui disait à quel point, par exemple, de plus en plus d'entreprises recrutaient sans les RH, avec l'IA. Hein. Et donc ça, je trouve que ça nous amène aussi à réfléchir sur notre positionnement futur. Merci infiniment, Alexandra, pour cette conclusion. Merci Dominique, merci Julia, merci Frédéric, même s'il a dû nous quitter. Merci à ceux qui sont restés, alors malgré nos 8 minutes de retard, ils sont encore une quarantaine. Et puis, je pense que ça fera l'objet d'un prochain webinaire, cette idée du DRH caméléon écartelé entre de multiples dossiers, alors que dans le même temps, ces ressources sont limitées. Et très bonne journée à toutes et à tous, et bon courage pour cette période qui reste, on l'a quand même pointé, quand même particulièrement complexe. Et à bientôt. Et bonne lecture, hein. Je vous encourage bien sûr à acheter cet ouvrage. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.